Audio Jungle. Audio Jungle. Parmi vous, je remercie cher hôte pour cette invitation. Donc on va changer de topo, on va parler de restauration. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cabinet dentaire, en omnipratique, la majorité des actes réalisés sont des soins conservateurs. On le sait maintenant, avec une demande de plus en plus accrue, plus forte, pour des obturations esthétiques. L'évolution des techniques d'obturation au composite, qui est le matériau le plus utilisé ces dernières décennies, permet à la dentisterie esthétique, bien sûr, de prouver largement son potentiel clinique. Traiter esthétiquement la plupart des dents, donc que ce soit des dents postérieures ou que ce soit des dents antérieures, ça devient prévisible. Donc le succès, il est prévisible. On maîtrise la technique. Bien sûr, il y a des précautions à prendre. Parmi les précautions à prendre quand il s'agit de reconstitution, de restauration esthétique, c'est de garder toujours la vitalité pulpaire ou de la vitalité du complexe pulpodentinaire. Pour cela, on applique des matériaux dits fonds protecteurs, au contact bien sûr de la dentine, à proximité pulpaire, sous les restaurations. Au cours de cette présentation, donc, on va plus développer les fonds protecteurs les plus utilisés, d'accord ? Et on va sortir à la fin avec un consensus sur les différents cas cliniques. Je définis d'abord c'est quoi un fond protecteur selon Smith et Powers. La protection dentinopulpaire, elle représente l'ensemble des matériaux utilisés comme fond de cavité ou fond protecteur sous une obturation définitive. Les matériaux de protection pulpaire, on l'utilise quand et comment on l'utilise. Il y a un cahier de charge, bien sûr, des matériaux de fond de cavité. Les propriétés essentielles demandées de fond de cavité sont donc essentiellement, ce n'est pas la totalité, bien sûr, d'abord une biocompatibilité avec le complexe pulpodentinaire, des propriétés physico-chimiques d'isolation, un éventuel potentiel prophylactique ou thérapeutique et un scellement étanche. Et j'insiste sur ce dernier point parce qu'on va revenir au fur et à mesure de notre avancement dans la conférence sur ce point qui est le scellement étanche. Ce qu'il faut savoir, c'est que la préservation des complexes dentinopulpaires, il y a un seul facteur clé à ce stade-là. Et aujourd'hui, c'est obtenir une surface étanche entre le matériau d'obturation et la surface dentaire. Il n'y a pas d'autre choix, on n'a pas d'autre choix. D'accord ? C'est pour cela que, déjà en 1972, Rostrom dit que pour qu'un bon système adhésif élimine et évite, bien sûr, toute irritation de la pulpe, que ce soit bactérienne, chimique et physique, il faut obtenir cette interface étanche. Donc, à ce stade où, si on fait une lecture de la littérature, au jour d'aujourd'hui, il est établi que l'irritation des TC pulpaires est davantage liée à un manque d'étanchéité qu'à une éventuelle toxicité du matériau. On nous a toujours enseigné, on nous a toujours inculqué que le matériau, quand on le pose directement au contact de la paroi pulpaire, il peut entraîner une mortification pulpaire. À ce jour-là, ça a été démenti. D'accord ? Que ce qui provoque réellement la nécrose pulpaire ou la mortification pulpaire, c'est ce phénomène de percolation, d'accord, qui passe parce qu'il y a eu un hiatus. Et ce hiatus, s'il existe, ça veut dire qu'il y a un problème d'étanchéité et un problème d'obturation. Donc l'objectif, c'est qu'il y ait une restauration fiable et durable. Cette restauration fiable et durable, elle est obtenue sauf si on a une étanchéité de l'interface matériau-tissu dentaire. Cette
interface. D'accord. Au hiatus, on peut le retrouver sur deux positions. D'abord au niveau coronaire, marginal, et au niveau pulpaire. Les matériaux de protection dentine pulpaire les plus utilisés actuellement dans le cas de restauration esthétique sont l'hydroxyde de calcium, que vous connaissez tous, les ciments vérionomères, ça on va parler un petit peu, d'accord, et les adhésifs amylodentinaires, que c'est quelque chose que c'est assez nouveau pour la majorité d'entre vous concernant ce produit ou ce matériau comme fond protecteur. Vous connaissez le décal, d'accord, pâte, base. Vous connaissez aussi le calcimol, donc, qui est photopolymérisable, hydroxyde de calcium photopolymérisable. Donc l'utilisation de l'hydroxyde de calcium comme fond protecteur sous les restaurations au composite, il reste encore un réflexe pour un nombre de praticiens. J'ai fait une étude il y a 3 ans de ça, au niveau des praticiens à Annaba, une enquête prospective, une enquête avec des questions pour les praticiens directement. La conclusion concernant l'utilisation de fonds protecteurs. La conclusion, donc, en dépit de l'âge, en dépit de l'école, en dépit de l'année ou la promotion, en dépit de la technique, à 90%, quand on parle de composite, on pense automatiquement à l'hydroxyde de calcium. C'est sans hésitation. Sans hésitation. On n'oublie pas que l'hydroxyde de calcium, il n'a pas d'adhésion à la dentine et il a des faibles propriétés mécaniques. Il impose aussi de l'appliquer ponctuellement en fine couche et de manière à conserver une surface maxillaire de collage, parce que si je colle, il y a cette notion de collage, quand je vais revenir au fur et à mesure de la conférence, c'est que si je dois coller, il faut que j'ai un espace ou une surface libre, une surface d'un substrat qui est l'émail et de la dentine. Si je comble et j'occupe cet espace-là par un produit, que ce soit fond de cavité, autre chose, je n'aurai pas suffisamment d'espace pour avoir une force de rétention suffisante à éviter ce hiatus ou la formation de ce hiatus et par conséquent des phénomènes de percolation. Et donc à optimiser l'étanchéité de l'obturation. Je vous montre un premier cas. Donc vous voyez là, carie, curetage dentinaire. Je note qu'il y a une proximité pulpaire. J'opte pour 2 points de fond de cavité. J'élargis pas trop. D'accord. Parce que j'ai besoin du maximum de surface dentinaire. Par contre, l'hydroxyde de calcium, il trouve son indication. Où il trouve son indication? Dans le cas de coiffage pulpaire direct. Là, c'est clair. Parce que le produit, l'hydroxyde de calcium, il a un pouvoir dentinogène puissant. D'accord. Maintenant, ça dépend de votre perforation ou votre communication. Vous pouvez le mettre comme ça. Vous rajoutez rien du tout. Vous passez directement à l'obturation. Deuxième cas, si vous avez une perforation qui est plus large, il y a l'indication d'un coiffage pulpaire direct, vous faites votre hydroxyde de calcium d'une manière plus importante et vous notez qu'à ce niveau, j'ai pratiquement occupé les 2/3 de ma structure dentinaire, ce qui va compromettre après vraiment l'adhésion si je dois mettre un composite. C'est pour ça que dans ce cas, il faut passer par 2 temps, mettre un vérionomère d'abord, ensuite faire une reconstitution définitive avec du composite dans un deuxième temps après la formation d'un pan dentinaire. Le deuxième produit, ce sont les ciments vérionomères. Utilisés comme fond protecteur, on peut le faire soit en couche très fine, soit avec une épaisseur plus importante comme matériau de substitution dentinaire, ce qu'on appelle les techniques sandwich. Cette technique de sandwich permet de diminuer la quantité de composite à polymériser. Donc on le sait que autant qu'on diminue la quantité de composite, autant qu'on diminue les phénomènes de rétraction du composite. C'est un gros problème, ces phénomènes de rétraction. On sait maintenant avec des composites micro-hybrides, nano-chargés, qu'on a diminué ces phénomènes de rétraction à 1/3, plutôt à 1 à 3%, mais ça n'empêche que ça reste un problème. Parce que autant qu'il y a une rétraction, il peut y avoir des phénomènes de percolation et la formation des hiatus. Je vous montre des images de produits, je n'ai aucun conflit d'intérêt, d'accord? Je ne fais pas de la publicité, ce sont les produits que j'utilise moi-même, d'accord? Que j'ai l'expérience, que ce sont des produits qui m'ont donné satisfaction, donc rien ne m'empêche de vous projeter ces produits-là. Dans le sandwich fermé, c'est que votre produit, vous le voyez là, d'accord, qui est le vérionomère, il n'arrivera pas à la limite de la paroi cervicale. Donc vous laissez une paroi libre à ce niveau-là. Ça veut dire que votre produit ou votre produit d'obturation définitif va venir face occlusale, face proximale, donc il va englober votre vérionomère. Par contre, bon, ça c'est le cas clinique que je vous montre. Là vous voyez, c'est la dentinite.
j'opte pour un sandwich fermé. Vous voyez qu'au niveau cervical, j'ai permis de verres ionomères. J'ai libéré. Parce que je compte mettre mon composite. J'arriverai avec mon composite jusqu'à ce niveau-là. Donc, c'est un sandwich fermé. L'ouvert, c'est l'inverse. L'ouvert, c'est que mon verre ionomère, ou c'est mon verre ionomère, il va arriver, d'accord, au contact surface proximale. Et ça, je le fais généralement pour remonter de la limite cervicale, qui généralement, quand elle est sous-gingivale ou juxta-gingivale, donc je remonte vers le haut, parce que je sais que les verres ionomères, ils sont mieux acceptés par l'espace proximal que les composites. D'une part, donc j'évite ce phénomène de composites qui sont hydrophobes, et d'autre part, je diminue aussi la hauteur ou la quantité de composite que je dois mettre, et je gagne sur la rétraction. Deuxième cas, c'est le même cas. Donc, vous voyez, là, c'est la dent, et vous voyez que là, je vais jusqu'à la surface proximale. Là, j'en suis sûr, quand je mets mon composite, j'aurai toujours une quantité de verre ionomère qui va être en contact ou externe et en contact direct avec la surface proximale. Je vous donne deux cas de figure que je le fais, je l'utilise. C'est que je peux mettre à la place d'un verre ionomère un composite dual ou un composite autopolymérisable. Si vous n'avez pas le verre ionomère, les CIVE, donc vous pouvez mettre soit un composite auto, soit un dual. Aussi, encore mieux, ces dernières années on s'y met un petit peu à ça, c'est que je peux mettre, je vais faire 3 couches, pas 2 couches, je mets mon verre ionomère, ensuite je le couvre par un composite flot. Ce qui est intéressant, c'est que le flot, quand vous le mettez, il coule. Donc vous allez avoir pratiquement une maîtrise, d'accord, et une fermeture hermétique au niveau des parois. Ça, c'est dans le fermé. Et dans l'ouvert, bien sûr, vous mettez votre verre ionomère, vous mettez un flot, ensuite vous mettez un composite. Concernant les ciments verre ionomère conventionnels, ils ont une adhésion chimique à la lentille, bien. Relargage du fluor, très bien même. Inconvénient, c'est qu'il y a une résistance mécanique qui est moyenne, elle n'est pas faible, elle est moyenne, et une sensibilité à la réhydratation lors de sa prise. Pour pallier à ce genre de problème, il y a eu l'arrivée de ciments verre ionomère améliorés ou hybrides ou modifiés par adjonction de résine. Ceux-là, ils présentent les meilleures qualités. Ils partagent les meilleures qualités avec les ciments verre ionomère conventionnels, mais en plus, donc meilleure résistance mécanique, ils relarguent aussi du fluor, ils sont insolubles. Quel que soit le milieu où vous le mettez, humide, pas humide, ils sont insolubles. Il n'y a pas de réaction avec les humeurs interdentaires. Ils ont une bonne adhérence chimique à la dent, et il permet de contrôler l'épaisseur de la couche déposée. Aussi, là aussi, je n'ai aucun conflit d'intérêt, donc je vous montre le produit que j'utilise. D'ailleurs, je profite de cette occasion, c'est un produit, s'il n'y avait pas de laboratoire de recherche, au professeur Sid, qui est le directeur de ce laboratoire de recherche, qui a mis ce produit à toute disposition, on n'aurait jamais eu le courage de l'acheter. Il coûte excessivement cher. Donc, c'est le Revalite. Pour le Revalite, il a des avantages, c'est qu'il a un protocole qui est simple. Vous le voyez, le protocole. Vous avez des teintes. Donc, A1, vous pouvez voir, de A2, A3. Vous avez des teintes. Donc vous pouvez jouer sur les couleurs, surtout si vous travaillez dans un milieu où il y a une transparence, si vous utilisez une fine couche de composite. Et la carpule, elle est très ergonomique. Vous la voyez? Pourquoi elle est très ergonomique? Bon, d'abord, il faut la mettre sur vibreur pendant 10 secondes. Ensuite, vous avez le Riva applicateur. Le Riva applicateur, il présente l'avantage que vous pouvez griffer votre carpule et ça donne ça. Donc, directement, on ne prépare rien du tout, on n'utilise pas de spatule, donc on place sur l'applicateur Riva 2, on va directement dans la cavité, on injecte et vous avez votre cavité et vous contrôlez même la quantité que vous allez mettre et l'endroit où vous allez mettre votre produit. Le troisième produit, et c'est ça qui va prendre un petit peu de notre discussion, ce sont les adhésifs. À l'état actuel, quel est l'état actuel des systèmes adhésifs? Comment s'y retrouver? Et quelle est la classification la plus cohérente? Il ne faut pas oublier que, par définition, les adhésifs amylodentinaires sont des biomatériaux d'interface. Ils contribuent à former un lien idéalement adhérent et étanche entre les tissus dentaires calcifiés et des matériaux de restauration. Il y a cette nouvelle notion de totalich, ou le concept de mordensage total.
Ces systèmes utilisent les concepts de mordançage total, de formation d'une couche hybride et celui de l'adhésion à l'émail et de la dentine humide. Deux termes. Donc, adhésion, émail, on le sait déjà, à la dentine, mais il faut qu'elle soit humide, cette dentine-là. Donc, le collage, c'est un collage qui est total. C'est-à-dire émail et dentine. Signifie l'adhésion à toutes les surfaces de la préparation, même celles qui sont très proches de la pulpe. Et je parle de proximité pulpaire. Quand je parle de proximité pulpaire, ça veut dire que même dans une dentine avancée, même dans une carie à évolution rapide. Et c'est ça qui pose le problème, c'est que c'est un sujet de controverse sur l'utilisation des faux protecteurs sur la restauration adhésive sans mettre ni hydroxyde de calcium, ni invérionomère, que l'adhésif lui-même, il suffit largement de remplir le premier rôle d'adhésion et le deuxième rôle de protection et qui va servir de fond protecteur. De plus, l'adhésif, il a d'autres propriétés aussi, ne l'oubliez pas. C'est qu'il agit comme un amortisseur vis-à-vis des contraintes mécaniques. Il résiste aux contraintes de retrait de polymérisation au composite parce que c'est un adhésif. Donc il y a un bras qui est lié à la dentine et à l'émail et l'autre bras qui est au composite. Quand le composite essaye de partir, il le retient. Maintenant, il faut que la force de rétention de votre adhésif soit supérieure à la force de rétraction. Et c'est l'arrivée des adhésifs de 4e, 5e, 6e et 7e génération. Il améliore l'adaptation marginale et la rétention des restaurations. Quelle est la liste des systèmes adhésifs commercialisés? La liste, elle est pléthorique. Il y en a tellement d'adhésifs actuellement qu'on est perdu, qu'on va acheter. On va se demander surtout maintenant que les boîtes ou les coffrets de composite sont seuls, on est obligé d'acheter les adhésifs à part. Quel adhésif je dois acheter pour quelle indication? Ce que je vais essayer maintenant de vous montrer. Tout d'abord, pour la classification, il y en a deux. Il y a une approche qui est historique. Cette approche historique, vous la connaissez, il y a la première, deuxième génération, donc qui est de 1952 jusqu'à 85, la période où elle a apparu. Donc, il y a, dans cette période-là, on mordançait que l'émail. La dentine, elle n'était pas concernée. La troisième génération, c'est 85-91, c'est la jonction d'acide au niveau de l'émail et de la dentine. La quatrième génération, 91-95, implique 3 applications cliniques successives. Mordançage, je souligne primaire, le primer, d'accord, en anglais, conditionnaire en français, je le souligne, et l'adhésif. Après, la 5e génération, c'est du marketing. Donc, on change, on fait en 2 étapes, en 3 étapes, c'est plus du marketing. Donc, 5e, 6e génération, on arrive à la 7e génération, elle regroupe un seul mélange où les 3 produits, ou les 3 étapes du collage sont dans un seul coffret. C'est bon? Pas encore? D'accord. On est très fou. Donc, la classification chronologique, donc par génération, des systèmes adhésifs, c'est une source de confusion. Première, deuxième, troisième, etc. De Grange, il a élaboré une autre classification avec une approche rationnelle. Il est préférable donc de parler de système adhésif avec mordançage préalable, les amers, et les adhésifs sans mordançage préalable ou les systèmes automordançants, ce qu'on appelle les SAM. C'est pour cette raison que je peux vous faire cette classification. Vous allez vous retrouver vite. C'est-à-dire que vous avez pour les amers 3, c'est mordançage, rinçage à 3 étapes. C'est-à-dire que vous avez l'acide, vous avez le primer et vous avez l'adhésif. Amer 2, c'est à 2 étapes. Vous avez un acide et dans le deuxième, vous avez le primer et l'adhésif dans le même flacon. Les systèmes auto-mordançants, il n'y a pas de rinçage. C'est vous mettez votre adhésif, que ce soit en 2 étapes ou une étape, mais vous ne rincez pas. Donc il y a le SAM2, système automordançant à 2 étapes, où vous avez le primer et l'acide dans un flacon et vous avez votre adhésif dans l'autre, et vous avez le 3 en 1, d'accord, c'est le SAM1 ou le système automordançant en seule étape, d'accord, que vous voyez à ce niveau-là. Sauf que moi je peux vous dire déjà d'emblée que actuellement on revient vers ça. D'accord? Je ne vous prépare pas. Donc, tout ce que vous voyez l'autre, c'est du marketing. Et quand vous voyez les fabricants, que on va voir tout à l'heure pour les cas cliniques, c'est qu'on vous demande toujours de faire 2 fois la même étape, 3 fois la même étape. On revient, si on gagne du temps, par exemple en SAM2, le fait qu'appliquer ça 3 fois, on va revenir à la première situation. Donc, il n'y a aucun gain de temps. Donc, recherche d'étanchéité, c'est un problème complexe, effectivement. Pourquoi? Parce qu'on a 2 substrats. On a l'émail qui est un tissu qui est inerte, et on a la dentine qui est un tissu, plutôt, j'ai un complexe pulpodentinaire pour être plus juste
On a un complexe pulpodentinaire qui est un tissu vivant. Donc, comment trouver un compromis, d'accord, d'adhésion entre deux structures qui sont différentes? Le mordonçage amylaire, c'est l'enlèvement des cristaux amylaires au sein de chaque prisme, créant ainsi des alvéoles. Et l'adhésion, elle bénéficie ensuite d'un microclavetage. Donc, on va avoir des alvéoles. C'est mécanique, c'est purement mécanique. Ensuite, les étapes cliniques de la formation de l'interface émail-système adhésif. Donc, vous avez en premier acide, deuxième rinçage, séchage. Mais si vous passez de la deuxième étape, d'accord, à la quatrième, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Problème d'adhésion. Pourquoi? Parce qu'il faut appliquer obligatoirement votre primer. Donc, il faut passer par l'application de primer, ensuite, vous passez par l'adhésif. On coupe microscope électronique à balayage, donc microphotographie. Vous allez voir cette pénétration, d'accord, de l'adhésif, là ce que vous voyez qui est coloré, d'accord, dans les porosités amylaires, créant ainsi des micro et des macro tags. C'est l'adhésion au niveau amylaire, c'est aussi simple que ça. Mais ça ne donnait pas des bons résultats d'adhésion. C'était à coup sûr formation hiatus, percolation. C'est l'adhésion dentinaire qui va combler ce manque d'adhésion à émail seul. Le mordonçage, plutôt l'adhésion au niveau de la dentine, ou le mordonçage de la dentine, a deux objectifs. Premièrement, éliminer la boue dentinaire. Vous connaissez aussi au nom de Smeyer layer. Vous la voyez là, avant, après. Deuxième objectif, c'est déminéraliser, d'accord, en surface la dentine péritubulaire et la dentine intertubulaire, ce qui ouvre les tubuli et expose le réseau collagénique. Le réseau collagénique au niveau de la dentine, c'est la principale source pour la formation de cette adhésion au niveau de la dentine, qui va participer à la formation d'une couche qu'on va l'appeler une couche hybride. Schématiquement, donc vous avez la Smeyer layer en A, vous avez la dentine péritubulaire, vous appliquez votre acide, il va y avoir l'élimination de la Smeyer layer avec exposition des fibres de collagène, libération des fibres de collagène, ensuite ouverture tubuli-dentinaire, et dernier point, ça c'est une coupe de prolongement odontoblastique, bien sûr. C'est la formation de la couche hybride. Couche hybride, il y en a deux. Donc la couche hybride, c'est une liaison chimique qui se fait avec les fibres de collagène libres et avec votre adhésif, d'accord? Ou, si vous voulez bien, adhésif primer. Et une formation aussi, ou une rétention appelée tag, mais c'est une rétention, c'est comme au niveau de l'émail, c'est une rétention qui est plus mécanique que chimique. La durée du mordonçage, pour être clair, c'est de 15 secondes. 15 secondes, par analogie à l'émail, qui est de 30 secondes. Comment pourrais-je faire un mordonçage de 30 secondes au niveau de l'émail et 15 secondes au niveau de la dentine? C'est simple. Je commence au niveau de l'émail, 15 secondes, je laisse agir. Ensuite, je remets au niveau de la dentine. Comme vous voyez ici, je commence au niveau de l'émail. Ensuite, pour les derniers 15 secondes, je mets au niveau de la dentine. Et là, j'en suis sûr que j'ai les 30 secondes au niveau de l'émail et 15 secondes au niveau de la dentine. Si on veut savoir maintenant qu'est-ce qui se passe réellement avant et après, regardez ça c'est avant le curetage dentinaire. Curetage dentinaire terminé. Mordonçage, émail, mordonçage. Regardez maintenant l'effet de l'application d'un acide. Deux surfaces complètement différentes. Ça, c'est l'élimination de la boue dentinaire. Là, c'est avant mordonçage. Là, c'est après mordonçage. On revient sur un sujet qui fâche. Contrôle de l'humidité du surface amyodentaire. On n'oublie pas une chose, que les composites, les adhésifs sont hydrophobes, n'aiment pas l'humidité. D'accord. La dentine, elle est hydrophile. La dentine, elle contient de l'humidité. Par quel mécanisme j'arriverai à lier deux corps, un corps hydrophobe et un corps hydrophile? Et ça, c'est d'où l'intérêt de primer. Primer, il vient pour combler ce piège ou cette chaîne manquante entre l'adhésif et le composite et la dentine. L'étape particulièrement sur la dépendance du primer, c'est le primer en anglais, promoteur conditionnel, conditionneur en français,
Le primer, c'est une molécule amphiphile bifonctionnelle. Elle a deux bras. Elle a un bras qui est hydrophile. Automatiquement, il va se lier où? À la dentine parce qu'il est humide. Et vous avez un bras qui est hydrophobe. Il va se lier où? Bien sûr, c'est clair et net. C'est pour ça que c'est une étape qui est très très importante. Sans primer, il n'y aura pas de liaison entre votre adhésif et votre dentine. Tout à l'heure, je vais vous montrer la liste des adhésifs. Pas mal de praticiens, et je l'ai vécu moi-même, ils partent acheter un adhésif. Vous me donnez un adhésif, vous lui mettez quel adhésif? N'importe lequel. Non, on n'achète pas un adhésif de cette manière-là. On achète un adhésif en fonction d'un cas clinique, en fonction d'un composite, en fonction d'une étape clinique qu'on va pratiquer. On va le voir tout à l'heure. Donc, il existe trois sortes de primers. Vous avez des primers, donc bien sûr les primers, ils ont une composition qui a des incidences sur l'humidité résiduelle tissulaire après rinçage. Vous avez un primer avec solvant qui contient de l'alcool ou acétone. Il est préférable de laisser humides les surfaces dentinaires et amilaires parce que le solvant chasse l'eau et entraîne avec lui le primer. Ça, c'est une façon de vous dire sécher sans assécher. J'ai jamais compris ça. Sécher sans assécher. Allez-y trouver un compromis entre les deux. Donc c'est une technique qui est vraiment dépendante de l'opérateur. Donc, avec quelle force je vais le faire? Il y a un facteur de dextérité du praticien aussi. Est-ce qu'il a l'habitude ou il n'a pas l'habitude de faire? Cliniquement, vous êtes dans cette situation-là. Ça veut dire que vous allez assécher, mais il faut que vous voyez qu'il y a de l'humidité. À quel moment je vais dire que c'est la bonne humidité pour que je puisse placer mon adhésif? Le deuxième, il est un primer avec une solution aqueuse. Celui-là, c'est qu'il est moins sensible à l'opérateur. Pourquoi? Parce qu'il contient déjà de l'eau. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Le séchage est préconisé, mais il doit être doux. Un séchage excessif, il provoque automatiquement un collapsus collagénique, donc effondrement de votre chaîne collagénique, et vous n'aurez pas cette couche hybride, donc vous n'aurez aucune adhésion. Le troisième, et c'est un compromis entre les deux. Vous avez des solvants et vous avez de l'eau. Mais le plus utilisé, c'est le premier, là où vous avez de l'alcool, où vous avez de l'acétone. La résine ou l'adhésif, si vous voulez, ou le bonding, qu'on appelle communément le bonding, d'accord, elle doit pénétrer des tubes dentinaires et s'infiltrer dans les canaux des réseaux protéiques inter- et péritubulaires avec la formation de cette couche hybride, avec des brides résineux. Ces brides résineux, on les trouve généralement au niveau des tubuli dentinaires. Avantages et inconvénients. Les systèmes mordant-rinçage, ils ont une très bonne adhésion à l'émail. C'est vrai. Un recul clinique important. C'est très, très vrai, ça. Parce qu'on connaît ce produit depuis les années 90. Donc, 30 ans de recul, je peux vous dire que je contrôle, je maîtrise cette technique mieux que le système auto-mordant-sang. Les inconvénients, c'est une technique qui est sensible à l'opérateur. Pourquoi? Parce qu'il y a cette étape de séchage-rinçage. Parce que si vous séchez un primaire d'une manière exagérée, d'accord, vous allez provoquer un effondrement de votre composante collagénique. Et plus de manipulation, ça veut dire plus d'étapes, plus de temps. MR3 sont 3 étapes. Le système automordant-sang, c'est un protocole simplifié, gain de temps. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. On peut le vérifier, vous prenez le produit, vous lisez la notice, il vous dit que vous appliquez la première fois votre adhésif, vous l'appliquez une deuxième fois, et des fois, vous l'appliquez encore troisième fois et vous polymérisez. Le fait de le faire 3 fois, vous revenez vers les MR3, ça veut dire 3 étapes. Pas de sensibilité post-opératoire, ça c'est vrai. Si vous ne voulez pas avoir de sensibilité post-opératoire avec les molaires, et vous ne voulez pas mettre de fond, utilisez un système automordant-sang. Adhésion à la dentine, elle est très efficace, mais comme ce sont des systèmes où il n'y a pas d'étape mordant-sage direct, donc le produit, que ce soit 2 en 1, que ce soit 3 en 1, il contient très peu d'acide, ou l'acide il est à concentration faible. Ça veut dire qu'au niveau amilaire, vous n'aurez pas ce phénomène de microclaftage aussi important qu'avec les systèmes mordant-sage, rinçage. Les adhésifs sont-ils toujours compatibles avec les composites photopolymérisables et duals? La réponse est non. Malheureusement, il y a un cas que je tiens à vous le préciser, c'est qu'avec tous ces adhésifs, si vous utilisez un composite auto ou chimiopolymérisable et un composite dual, là où vous avez une double réaction photo et une réaction chimique dans le même produit, il n'y a pas d'incompatibilité entre certains adhésifs MR2 et un SAM1. Et les composites ne vont pas durcir. Si vous mettez un adhésif, un MR2,
un SAM1, je parle aussi pour les orthodontistes parce qu'ils utilisent beaucoup les composites auto, c'est que vous n'allez pas avoir une adhésion et un collage efficace. Si vous voulez l'explication elle est simple. C'est que au niveau d'un composite auto, vous avez base, catalyseur. La base, c'est un amine tertiaire. D'accord. Le catalyseur, c'est un peroxyde organique. Le but, c'est que, en les mélangeant, il va y avoir libération des radicaux libres, qui sont des oxybenzoïdes, et c'est une réaction d'oxydoréduction. Ces radicaux libres, ce sont eux qui vont déclencher la polymérisation et l'hydrolysation de votre produit. C'est simple. Maintenant, si vous mettez un adhésif qui contient de l'acide, comme un SAM1 par exemple, l'adhésif au contact, que ce soit l'adhésif, que ce soit le composite, au contact de l'air, au contact de l'oxygène, la couche superficielle, elle ne va jamais durcir. D'accord. Elle ne va jamais durcir, donc automatiquement, l'acide qui va être libre, il va agir avec la base, vous allez avoir acide plus base, donc eau plus sel, et vous avez inhibition de la réaction. Je passe, donc si vous n'avez pas, les fabricants actuellement, ils nous donnent des activateurs. Alors que choisir, combien d'adhésifs il faut avoir au cabinet. Donc, j'ai 30 minutes ou 40 minutes, excusez-moi, parce que je me suis basé sur 40 minutes. Non, j'en suis entendu sur 40 minutes. Si je pouvais le faire sur 30 minutes, c'est l'idéal, mais si je peux le faire sur 40 minutes, idéal. Maintenant, si vous voulez que j'arrête, pas de souci. À vous de voir. C'est quand vous voulez, moi je... D'accord. Donc, combien d'adhésifs il faut avoir au cabinet dentaire? Qu'est-ce qu'il faut acheter parmi les 4 adhésifs qu'on a vus tout à l'heure? Il faut se rappeler que tous les adhésifs sont sensibles à la manipulation. Et le choix se fera en fonction de la situation clinique. Qu'est-ce que je vais faire? Si j'ai une surface importante de l'émail, dent antérieure, ou la présence de dentines sclérotiques, qu'est-ce que je préfère? Les systèmes mordant-sage, rinçage. Sans hésitation. Une dent antérieure, je tire mon adhésif, mordant-sage, rinçage. Si, maintenant, absence d'émail périphérique, j'ai une molaire où il y a très peu d'émail et beaucoup de dentines, là, je tire le système auto-mordant-sang, avec certitude. Dans cette perspective, le praticien se trouve confronté à un choix délicat. Faut-il ou faut-il pas mettre un fond protecteur? Donc, pour répondre, j'ai 2 situations à vous donner. Après évaluation de l'épaisseur de la dentine résiduelle, si votre dentine résiduelle, elle est inférieure à 1 mm, c'est-à-dire la couche qui sépare la surface supérieure de la pulpe, d'accord, à votre matériau d'obturation, c'est les supérieurs à 1 mm, il est préférable de réaliser, plutôt inférieur à 1 mm, il est préférable de réaliser une protection dentinopulpaire à l'aide de l'hydroxyde de calcium, déposé à minima, qui m'a comme tout à l'heure, en regard de la pulpe, et éventuellement recouvert par un ciment varionomère avec adjonction de résine, de manière à laisser une surface d'hybridation maximale autour du coiffage. Maintenant, vous voyez ce cas, vous avez l'hydroxyde de calcium, je mets mon varionomère et après je peux obturer à l'aise. Deuxième cas, j'ai mis mon fond protecteur, je mets encore mon varionomère, je suis en sandwich ouvert et je termine mon obturation. Non, si vous avez une épaisseur de dentine résiduelle qui est supérieure à 1 mm et d'autant plus qu'il s'agit d'une dentine réactionnelle. Donc là, rien ne m'empêche de mettre directement mon adhésif sans passer par le fond protecteur. Et là, vous avez votre adhésif qui a le double rôle. D'une part, c'est un fond protecteur. D'autre part, c'est un système d'adhésion. Les cas cliniques, donc je passe rapidement parce qu'il me reste que les cas cliniques après la conclusion. Donc, vous voyez, ce que vous voyez là, donc juste à titre, c'est l'Octradam. C'est une nouvelle digue d'Ivoclar Vivadent. Donc, elle n'est pas trop pratique pour les dents postérieures, mais elle est très pratique pour les dents antérieures. J'assesse, donc, j'utilise mon adhésif qui est un SAM1. Et vous voyez qu'avec le SAM1, je fais un brossage de la dentine. Je brosse la dentine. Je ne mets pas comme j'ai l'habitude de mettre. Je mets et je brosse la dentine. Je polymérise, ensuite je reviens une deuxième fois et je le fais une deuxième fois. Je ne gagne pas de temps avec ça. D'accord ? Je polymérise et j'obture. Pour l'obturation, je vous conseille soit que vous faites ce qu'on appelle les techniques obliques. Vous la connaissez, la technique oblique. D'accord ? Et soit que vous faites les techniques de Bertolotti, donc vous laissez carrément un fond, ensuite vous remontez en haut avec des couches obliques. Voilà le résultat. Kiff au niveau des dents antérieures, donc vous faites votre stratification. Le cas de tout à l'heure, donc même chose, une fois que vous avez établi votre fond, vous pouvez restaurer. Prenez une radio, vous voyez que vous êtes à proximité pulpaire, vous faites
un curetage terminé, vous mettez votre fond, d'accord, et vous mettez votre verre ionomère. Toujours la digue, c'est un prérequis. La digue en collage et en endontique, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, c'est un prérequis. Si vous n'arrivez pas à mettre une digue, ne faites pas de collage. D'accord. Donc, même chose. Deuxième cas. Là, je vous conseille d'une manière générale, quand vous allez faire votre stratification au niveau des molaires, d'abord reconstituer le mur manquant. Ça, c'est très très important. Après, vous pouvez reconstituer comme vous voulez. Reconstituez d'abord le mur qui vous manque et vous allez vers la reconstitution après. Ainsi de suite, ce sont des cas cliniques, donc voilà, ça. Et je vous conseille d'apprendre dès maintenant à utiliser les aides optiques, les deux, que ce soit des loupes binoculaires, que ce soit microscope. Ce sont des éléments qui sont en train de prendre une place primordiale dans notre pratique quotidienne. Comme conclusion, actuellement, les procédures de protection dentinopulpaire sont orientées vers la recherche de l'étanchéité par les adhésifs des interfaces collées permettant d'assurer du même coup l'adhésion et la protection biologique, réunissant ainsi les conditions adéquates pour maintenir la vitalité pulpaire. Bien sûr, un matériau ne peut être bon que s'il est bien manipulé. Et un matériau ne peut être bien manipulé que s'il est bien connu. D'où l'intérêt de ces journées de